vous êtes le dernier à prendre la parole et vous en avez. Est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce que les avocats ont dit ou à retrancher? Merci beaucoup, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gardons la même sérénité depuis le début. Ne perturbons pas l'audience par cette présence massive des avocats qui sont derrière vous. Je ne sais pas si c'est seulement pour paraître ou bien c'est pour le dernier mot. D'ailleurs, il pouvait même être seul. Non, le dernier mot. Pour le dernier mot. On assiste. Mais pour le dernier mot. Oui, c'est très important. Bien. Même quand vous êtes assis, vous l'assistez. D'accord. Bien, vous avez la parole. La parole, vous actez que la parole est donnée en dernier lieu au prévenu. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci également aux distingués et honorables juges. Merci au procureur général près la Cour de cassation pour cette opportunité. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves. Il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays, face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché. J'ai tenu bon et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin définit pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs et de manière farouche qui m'avait valu pour la première fois de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur.
au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'à aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès de Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Mais il sort de là, président de la République d'Afrique du Sud. Et, Monsieur le Président, vous verrez que c'est pratiquement aux mêmes âges, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public, parce que ça m'a déchiré, parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été trahi. Mais un jour, je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais. Le ministère public sait que je suis incapable. Je suis très content parce qu'il est épinglé sa nièce qui a fini 1 année après moi à l'université. Je suis un homme, certes avec beaucoup de défauts, parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'essaye d'être correct, sincère et honnête. Pour preuve, je ne me suis pas contredit lors de différentes auditions, que ce soit au niveau du parquet, que ce soit ici. Parce que je pense que quand on est gouvernant, on doit assumer ses actes. Et je voulais assumer tout ce que j'ai fait. Même si mes collaborateurs ont posé un acte, je suis responsable, j'assume tout en tant que responsable. Ce procès, Monsieur le Président, c'est donc, me fait penser à un syllogisme simple. Le premier, l'on demande, l'on instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à construire une prison. Le ministre d'État, ministre de la Justice, s'active à construire cette prison. Et on conclut par la suite en disant que le ministre de la Justice a détourné les fonds destinés à la construction de la prison, alors que ces fonds sont logés en banque. Toutes les autorités ont été informées.
Deuxième syllogisme qui résume ce procès, c'est le ministère public accuse le ministre de la Justice pour détournement des 19 millions qui se trouvent en banque. Or, ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit que le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes. Mais ce procès et ces syllogismes ne me surprennent pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas la première fois que le ministère public ait fait un réquisitoire contre moi. À peine 3 mois que j'étais nommé ministre de la Justice, le ministère public, le même, PG Cassation, avait déjà fait un réquisitoire pour me faire arrêter. Mais il sait comment cela n'avait pas abouti. 3 mois à peine. Nous sommes au mois de septembre 2024. Je serais surpris de voir un réquisitoire du ministère public pour qu'on arrête le ministre Moutamba de la Justice. Pour quelle raison? Pour un rapport qui était concocté, dressé à mon insu par les 2 juges que nous avions récusés. Monsieur le Président, vous comprendrez que ça ne me surprend pas. Parce qu'il y a eu des divergences de fond sur les réformes que nous devrions ensemble engager. Et on ne s'est pas mis d'affaire. Avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement pour l'être toujours. Le temps a un pouvoir réparateur. Monsieur le Président, j'ai l'avantage d'être jugé par les hauts magistrats, les juges que je connais, que je côtoyais comme ministre de la Justice. Je connais pratiquement votre moralité. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on a recomposé ce siège, nous ne nous sommes pas opposés. Parce que nous connaissons votre capacité à être indépendant. Notre combat ensemble a été et a toujours été d'éviter des interférences des politiques sur les judiciaires et de la hiérarchie sur les judiciaires. On a organisé des états généraux pour ça. Je suis heureux qu'il y ait des professeurs d'université qui m'ont aussi fréquenté parmi vous. Par la suite, d'affronter votre haute sagesse, que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, magistrats, la plus haute instance judiciaire de notre pays, à régler nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si je gênais, ce n'était pas la justice. Il y a eu remaniement qui venait de se passer. On pouvait me faire partir par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir par devers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé, tout le monde a parlé et je tenais à vous en remercier.
Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que les réquisitoires du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre et la justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour prend acte de votre intervention, mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, mais nous avons dans le rang un professeur d'université, peut-être que c'est de lui qu'il s'agit, en tout cas, ce n'est pas moi. Et donc, c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle, pas avec des hommes d'emploi. Bien, dernière question, vous avez des antécédents judiciaires? Non, c'est pas possible. Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non, non, non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non, non. Jusqu'à une condamnation? Non. Vous dites que vous êtes marié? Oui. Père de 6 enfants? 5. 5 enfants. Oui. À part les fonctions de ministre d'État, le ministre de la Justice pour ce pays, vous avez fait encore quoi? Avocat. Je suis d'abord député national. Ouais. Député national élu dans la circonscription de Lubao, province de Lomami. Et puis avocat et enseignant à l'UPC. Donc chef des travaux. Bien sûr, avec ces mots, la Cour déclare les débats clos, met la cause en délibéré. Son arrêt intervient dans le délai de la loi, soit... Pardon? Nous sollicitons 48 heures pour déposer nos notes. 72 heures, le temps de compiler et puis déposer nos notes. Autorisé, autorisé. Merci. Monsieur le bâtonnier, vous parlez de 72 heures, ça risque de tomber le dimanche. Non, lundi. On dépose lundi. Vous comprenez que cette fois-là,